Grand Direct de la Santé, Jean-Marc Morandini. Le Grand Direct de la Santé, c'est chaque jour de 11h à midi, des spécialistes à votre service pour votre santé et votre forme. Chaque jour, on vous écoute, on répond à vos questions et surtout, on vous informe avec le sourire et dans la bonne humeur. Dans la bande, pour m'accompagner aujourd'hui, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, qui va nous parler des régimes vendus sur Internet. Sont-ils vraiment fiables? Alors en fait, c'est très vieux, ça existe depuis les années 80 dans les hôpitaux. Ça a été vraiment installé sur le web en 2007 et c'est l'explosion depuis 2012. Le docteur Marcel Deschou, généraliste, va nous dire s'il faut s'inquiéter quand la respiration devient difficile et qu'elle devient bruyante. Ça peut être inquiétant, mais je vous ai expliqué tous ces mécanismes de tuyauterie, parce qu'il s'agit de tuyauterie, et j'ai un malade à côté de moi, là, je le sens un petit peu... Le docteur Cohen qui fait du bruit quand il respire. D'accord, bon, on va en parler avec lui. Elisabeth Assayag, spécialiste médicale de la rédaction d'Europe 1, sera là pour le journal de la santé, 11h30. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Attention à la grippe, certes, elle a du retard, mais elle arrive pour de bon. 100 000 personnes contaminées la semaine dernière. Et puis, les produits sans gluten ne sont pas si naturels que ça, d'après une enquête de 60 millions de consommateurs. Et puis, le docteur Stéphane Clerget est là, pédopsychiatre, pour nous dire comment réagir face à des enfants turbulents. Oui, il est normal qu'un enfant en bas âge soit un peu agité, un peu turbulent, mais on va voir que ça peut aussi cacher quelque chose de plus embêtant et on va voir aussi comment régler le problème. Et on vous attend au 3921 sur tous ces sujets. Si vous voulez réagir, si vous voulez poser des questions à nos spécialistes, vous faites le 3921. Parlez-nous de ces régimes vendus sur Internet. Sont-ils fiables? Des difficultés à respirer ou encore comment réagir face à des enfants turbulents? Vos questions, vos réactions, vous faites le 3921. Europe 1, le Grand Direct de la Santé. à la une, aujourd'hui. À la une aujourd'hui, c'est cette annonce qui a été faite ce matin par un hôpital danois qui a annoncé un des premiers cas en Europe du virus Zika. Alors qu'est-ce exactement que ce virus? Quels sont les dangers et pourquoi est-il en train d'arriver en Europe? On va tenter de vous expliquer tout ça dans un instant. Auparavant, avec vous, Elisabeth Assayag, revenons sur cette épidémie qui sévissait jusque-là en Amérique du Sud et qui est en train, visiblement, sans affoler personne en tout cas, d'arriver en Europe. Oui, donc vous l'avez dit, un hôpital danois a annoncé un des premiers cas en Europe. Le virus a été transmis par une piqûre de moustique. À l'heure qu'il est, le virus Zika est déjà présent dans 21 des 55 pays d'Amérique, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il n'est pas présent au Canada ni au Chili. Des cas qui ont touché d'autres touristes européens ont également été signalés. 3 Britanniques, 4 Néerlandais. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une progression inquiétante qui va continuer à s'étendre. Plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes, comme la Colombie, l'Équateur, le Salvador et la Jamaïque, où le virus est extrêmement présent, sont allés jusqu'à recommander aux femmes de ne pas tomber enceintes. Il faut dire que ce virus est très grave pour les femmes enceintes car il présente des risques de donner naissance à des enfants avec des têtes anormalement petites. Au moment où nous parlons, il n'y a ni vaccin ni traitement contre cette maladie. Alors, on va essayer de bien comprendre ce qu'est que ce virus Zika. Avec nous pour en parler, Benjamin Roche, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. D'abord, précisément, d'où vient ce virus? Alors, c'est un virus qui avait été isolé il y a longtemps, dans les années 40, en Afrique, principalement en Afrique centrale, à côté de l'Ouganda. C'est un virus qui est resté relativement sous la détection pendant plusieurs décennies. Et puis, il y a eu vraiment une grosse épidémie en 2013-2014 en Polynésie française, où là, il y a eu plus de 50 000 cas, donc sur les 270 000 habitants, donc ça fait quand même beaucoup de personnes touchées. Et puis, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que c'est arrivé en Amérique du Sud, donc de la Polynésie. Et là, il y a eu maintenant une grosse épidémie qui a principalement démarré au Brésil, avec maintenant entre 500 000 et 1 million de cas. Qui ont été recensés jusqu'à maintenant au Brésil. C'est un virus qui se transmet uniquement par les piqûres de moustiques? Alors, c'est un virus qui se transmet, on pense, exclusivement par les piqûres de moustiques, notamment les moustiques du genre Aedes, donc Aedes aegypti pour l'Amérique du Sud, et puis un autre qu'on connaît ici en métropole, Aedes albopictus, qu'on appelle le moustique tigre. Le virus Zika, c'est la seule arbovirose, c'est-à-dire ces virus transmis par des piqûres de moustiques, qui peut aussi potentiellement se transmettre par voie sexuelle. Ah bon? Mais on pense que c'est vraiment une contribution très très faible, que c'est vraiment des événements extrêmement rares. Alors, on parle beaucoup des conséquences sur les femmes enceintes. Est-ce que ça veut dire que ce sont les seules aujourd'hui qui courent un risque au fond? Principalement, oui. En fait, il faut savoir que quand on est infecté par le virus Zika,
il y a environ 80% des gens qui ne présentent même pas de symptômes, donc ce qu'on appelle des gens asymptomatiques. Ils n'ont absolument aucun symptôme, aucune fièvre, aucune douleur, etc. Chez les 20% restants, c'est des syndromes grippaux, c'est-à-dire des fièvres, des douleurs articulaires, ce genre de choses. Mais ça a des symptômes assez communs, donc c'est très difficile de vraiment diagnostiquer un Zika. Le gros problème, effectivement, il semble que ce soit chez les femmes enceintes, où il y a une probabilité qui serait de 1 pour 1000, si on est infecté par le virus Zika, de développer, d'avoir un enfant qui développe des microcéphalies, c'est-à-dire donc avec une boîte crânienne plus petite et toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris sur la mort du fœtus. Aujourd'hui, Elisabeth Assayag nous le disait, le virus est présent dans 21 des 55 pays d'Amérique, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui à une femme qui est enceinte en France de ne pas se rendre dans ces pays-là ? Alors ces recommandations-là commencent à être formulées. Ça a été notamment les États-Unis qui commencent à recommander aux femmes enceintes de ne pas voyager au Brésil, en Colombie, là où le virus se transmet beaucoup en ce moment. En France, à ce que je sais aujourd'hui, c'est pas encore, il n'y a pas encore ce conseil aux femmes enceintes. Mais en tout cas, ça semble effectivement plus prudent aujourd'hui. Oui. Plus raisonnable. Il n'y a pas d'appel officiel, en tout cas, c'est ce que vous voulez nous dire, voilà. À dire aux femmes enceintes, n'allez pas dans ces pays-là, mais la prudence semble dire qu'il ne faut pas y aller, en tout cas dans ces 21 pays. Aujourd'hui, on a appris qu'il y avait un malade dans un hôpital danois. Est-ce qu'il faut craindre une épidémie en France, pour être très clair ? Alors, a priori, une grosse épidémie est vraiment peu probable. On sait que le moustique qu'on a dans le sud de la France, notamment ce qu'on appelle le moustique tigre, peut potentiellement transmettre ce virus, bien que ça reste des suppositions parce que c'est en train d'être testé. Après, on avait eu un cas similaire en 2014. Il y avait une grosse épidémie de chikungunya dans les Caraïbes. Et on avait eu effectivement la même frayeur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens infectés par chikungunya qui arrivent en métropole et qui est vraiment des grosses épidémies qui démarrent. Ça n'a pas été le cas pour le chikungunya. Il y a peu de chances que ce soit le cas pour le Zika. Ce qui peut arriver, c'est des petites épidémies, ce qu'on appelle des foyers épidémiques. On en a eu à Montpellier il y a 2 ans de chikungunya. Il y avait eu 10 personnes infectées localement. On a eu le cas aussi de la dengue l'année dernière à Nîmes, où il y avait eu 4 ou 5 personnes qui ont été infectées localement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont voyagé dans les zones où la maladie circule. Donc voilà, il y a la possibilité de petits foyers, effectivement, existe. Après, qu'il y a vraiment des grosses épidémies, comme on peut voir au Brésil, par exemple, à court terme, ça paraît peu probable. Sans faire de fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer des moustiques qui pourraient arriver en France à travers des avions, par exemple? On sait qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes sont très nombreuses. Il y a énormément de liaisons avec ces pays d'Amérique du Sud, où on est vraiment dans la fiction si on imagine des moustiques qui voyagent en avion et qui arrivent ensuite en France. C'est vraiment pas la source la plus plausible de transport. C'est vraiment la source plausible, c'est vraiment les humains qui sont infectés et qui arrivent en France et qui se servent des moustiques locaux en métropole pour transmettre la maladie. Ouais, c'est-à-dire que ça reste peut-être la plus vraisemblable. La plus vraisemblable, donc, pour bien comprendre, c'est un humain qui arrive en ayant été infecté, piqué là-bas, qui est à nouveau piqué par un moustique, et c'est ce moustique-là qui va la retransmettre à quelqu'un d'autre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le scénario d'une épidémie en France, qui encore une fois, il n'y a pas de raison de paniquer aujourd'hui, ce serait vraiment ça. C'est-à-dire un humain une personne qui est infectée dans ces zones-là, qui arrive en France, qui se fait piquer par un autre moustique en France et qui démarre une transmission. Tout à fait. Une question du docteur Stéphane Cargé, pédopsychiatre. Oui, bonjour. J'ai lu que les jeunes enfants, paradoxalement, avaient des symptômes moindres que les adultes. Est-ce que vous confirmez ou pas? Quand ils se font piquer. Oui. Oui, alors je peux pas vraiment confirmer parce que on n'a pas vraiment le recul aujourd'hui nécessaire pour vraiment dire ce genre de choses. C'est une épidémie qui est vraiment récente. Le virus Zika a été très très peu étudié jusqu'à maintenant. Donc surtout sachant qu'il y a la plupart des cas qui ne présentent pas de symptômes. Les autres cas symptomatiques et qui présentent des symptômes qui sont assez communs, qui sont des syndromes grippaux pour être clair.
Donc, à ma connaissance, je connais pas d'études qui montrent elle n'a pas la même sévérité chez les enfants et chez les adultes. Merci beaucoup en tout cas Benjamin Roche pour toutes ces précisions. Pas d'affolement, hein, on le redit et vous l'avez répété à plusieurs reprises. Notre objectif c'est de vous informer sur ce virus et bien évidemment pas de créer d'affolement puisque vous l'avez compris pour l'instant, a priori il n'y a pas de cas en France donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais simplement c'est intéressant de savoir ce qui se passe. En particulier vous allez en entendre beaucoup parler dans les médias ces prochains jours sans doute. Donc voilà, vous avez une connaissance un peu de ce qu'est ce virus, quels sont les risques et puis l'alerte qu'on peut donner en revanche c'est si vous êtes une femme enceinte, peut-être d'éviter ces 21 pays d'Amérique. Vous allez retrouver toutes ces informations sur internet et en particulier sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, ces 21 pays dans lesquels l'épidémie est présente et qu'il vaut mieux éviter si vous êtes une femme enceinte par prudence, même s'il n'y a pas là encore de consignes officielles qui ont été données en France. Voilà, vous savez tout, on fait une pause. On se retrouve dans un instant, on va parler des régimes sur internet. À quoi faut-il faire attention? On en parle avec le Dr Cohen dans un instant, reste avec nous. C'est Europe 1, il est 11h13. Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, Elisabeth Assayag de la rédaction d'Europe 1, le docteur Marcel Ichou, généraliste, et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Oui, on va parler aujourd'hui des régimes sur Internet. Vous êtes sans doute nombreux à avoir vu ces régimes en vous baladant sur Internet ou recevoir des tonnes de mails qui vous proposent des régimes faciles, pas chers sur Internet. Alors, on va essayer de comprendre quels sont ces régimes et si c'est vraiment efficace de tenter de maigrir tout seul comme ça avec son écran et avec ces conseils qui sont donnés par Internet. Docteur Jean-Michel Cohen, tout d'abord, pourquoi ça a un tel succès, les régimes par Internet? Il faut revenir à l'historique des choses, c'est-à-dire que précédemment, quand on avait fait le choix d'entamer un régime, de maigrir ou de mincir, on avait quelques possibilités. La première, c'était de commencer tout seul. C'est la demande favorite des gens. Je commence tout seul à maigrir parce que c'est un acte assez intime. Et puis après, si ça marchait pas ou si on n'était pas satisfait, deuxième recours, c'était la presse et l'édition. On a acheté Elle, le dernier régime à la mode, on a acheté un bouquin. Et puis un jour est arrivé Internet qui n'était pas autre chose que des livres interactifs. Ça voulait donc dire qu'on bénéficiait à la fois des mêmes services que le livre ou qu'Internet ou que les journaux, mais qu'en plus on avait une interactivité avec les gens. Et c'est comme ça que s'est développé le Internet. Mais alors le web a modifié les choses dans la mesure où Internet, c'était pas nouveau de fabriquer des régimes informatiques. On l'avait fait à l'hôpital, à l'assistance publique, dans les années 1980, où on mettait quelqu'un devant un pupitre, il rentrait un ensemble de données, son poids, son âge, ses goûts alimentaires, et on arrivait à lui délivrer une vingtaine de feuilles dans lesquelles on lui donnait un régime tout à fait personnalisé. Et c'est ce qu'a démocratisé le web en permettant à tout le monde d'avoir accès à ce système. Alors c'est du coaching en ligne, c'est un coaching intelligent, mais finalement qui est un peu le même pour tout le monde, non? Non, parce que le système s'est raffiné. D'abord, il faut signaler que on a deux problèmes en France. Le premier problème, c'est la désertification médicale, et il y avait très peu de gens qui avaient accès à la possibilité d'avoir des médecins. Et la deuxième problématique, c'était que par exemple toute une population de gens, et on les voit sur Internet, des gens qui avaient un handicap, qui avaient une perte de mobilité, des gens qui avaient un cancer, qui ne voulaient pas s'exhiber, tous ces gens-là ont trouvé refuge sur le web. Et quand on dit que ces régimes sont des régimes marketing, c'est pas tout à fait vrai, parce que si au début ces régimes sur le web se contentaient simplement de donner la recette, ça veut dire en fait recopier le livre et le mettre sur Internet comme si c'était une liseuse, avec le temps ces régimes se sont peaufinés, on arrive maintenant à aboutir à des personnalisations de plus en plus efficaces, et on voit bien la progression permanente du système, c'est-à-dire que la dernière nouveauté en date, ça a été les repas en photo qui permettent d'évaluer la photo, puis auparavant on avait eu les réponses aux questions par les diététiciennes, puis précédemment il y avait eu la mise en place des consultations téléphoniques, etc., etc. Et on arrive à un stade où le système est de plus en plus abouti et où les médecins n'arrivent plus à lutter contre ça. Pourquoi? Parce que la différence avec une consultation de médecin, et je le vis, c'est que quand on voit un patient, on le voit environ une demi-heure, on va le revoir au mieux tous les 15 jours, alors que là, les gens ont un accès direct avec leur Internet, à la fois à leur menu, à leur système, à la réactivité, à la stimulation. Or, le maître mot de l'amaigrissement, c'est quoi finalement? C'est pas seulement la technique de régime, c'est l'engagement et l'accompagnement. Quand vous engagez, et que vous accompagnez quelqu'un, vous obtenez un résultat meilleur, y compris par un non professionnel. Donc c'est ça qui fait la différence, et c'est pour ça que ces régimes ont un tel succès. Mais est-ce que c'est moins cher? Parce que le prix, c'est important. On se dit que si on va suivre un nutritionniste, ça va nous coûter une fortune. Incomparable. Bien sûr, il y a une grande dispersion des prix. Ça veut dire que ça va... Alors, faut
faut se méfier de ces offres alléchantes qui vous disent on vous offre le premier mois gratis, 50% gratuit, parce qu'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que quand vous vous abonnez sur Internet à ce système de régime, il faut pas que vous oubliez de vous désabonner, car dans les conditions d'achat, comme sur Canal+, comme sur Télésat, comme sur tout ça, ce sont des renouvellements automatiques et c'est ça qui mécontente les gens la plupart du temps. Mais dans la réalité, c'est incomparablement moins cher. Les moins chers de ces régimes valent environ entre 12 et 15 euros par mois, ce qui veut dire, et les plus chers d'entre eux valent 40 euros par mois. Et quand vous comparez ça à des consultations de spécialistes, s'ils sont conventionnés, bien sûr c'est 26 euros, mais il y en a très peu qui font ce métier-là en conventionné. Et la plupart du temps, dans les régions urbaines, c'est entre 50 et 100 euros une consultation d'un quart d'heure par mois, ce qui fait quand même relativement cher. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites, on peut maigrir sans voir un spécialiste? On peut maigrir juste devant son ordinateur et on n'a pas besoin d'aller voir un médecin? Ça dépend de la problématique. Si vous avez une problématique d'ordre médical et que si votre amaigrissement s'accompagne d'un problème de diabète, des prises médicamenteuses multiples, de maladies particulières, que si vous avez une obésité sévère avec un handicap qui résulte de l'obésité, moi je persiste à dire qu'il faut quand même consulter un médecin parce que le médecin, son rôle, c'est d'évaluer l'ensemble du problème et pas seulement de s'intéresser à la prescription du régime. Si par contre, et c'est quand même la majorité des cas, vous avez entre 5 et 15 ou voire 20 kilos à perdre, vous êtes en bonne santé, vous comprenez ce qu'on vous raconte, et ben à ce moment-là, oui, ça reste une solution, d'autant plus que cette solution, finalement, elle vous engage pas à grand-chose parce que vous pouvez soit la coupler avec la consultation de votre médecin qui a pour charge de s'occuper de la santé, soit l'arrêter et à un moment donné consulter une diététicienne, un diététicien, un médecin. Je voudrais qu'on passe en revue quelques sites internet qui existent et qui proposent des régimes parce que voilà, vous le savez, dans cette émission on joue toujours la clarté et on vous donne les marques, on vous donne les choses, donc on va en passer quelques-uns qu'on a sélectionnés. D'abord il y en a un qui s'appelle morphorégime.com. Qu'est-ce que ça vaut? Ça, je dirais en que deux phrases à chaque fois. C'est de l'accroche marketing. On sait très bien qu'on n'arrive pas à faire maigrir quelqu'un juste d'un seul endroit. Et on va retrouver à l'intérieur de ce programme des techniques d'amaigrissement traditionnelles. Et on a alléché les gens par le morphorégime. Si le régime est bon, ça va. Après, l'accroche marketing, oui, ça fait partie du jeu économique. WeightWatchers.fr. C'est un des régimes les plus classiques qu'on connaisse. Il se situe entre 1350 et 1500 calories par jour. C'est un régime relativement équilibré. Ça fonctionne. Les gens le trouvent un peu contraignant, mais ça fonctionne. Pourmaigrir.net. Alors pourmaigrir.net, ça fait partie de ce que j'appelle tous les petits acteurs, c'est-à-dire des tas de gens qui disent voilà, là ils voient une source économique intéressante et ils vont créer un régime mais très peu présent sur le web, mal exploré, ce sont des techniques de régime très banales. Régimeducamp.com. Régimeducamp.com, mon copain du camp. C'est la technique du régime hyperprotéiné, la personnalisation, elle n'existait pas parce qu'elle n'avait pas de raison d'exister puisque c'était que des protéines et les accroches marketing étaient très nombreuses, on le savait. Voilà, ça a donné les résultats qu'on connaît. Il y a un site qui s'appelle Doctissimo.fr où là il y a plusieurs régimes qui sont proposés. Doctissimo.fr, c'est assez sérieux dans la mesure où ils ont choisi des techniques de régime qui sont entre guillemets académiques, donc ça signifie que ça fonctionne. Hein. Ouais, le vôtre c'est aujourd'hui.com, donc je vais pas vous demander votre avis sur le vôtre. Non, c'est pas tout à fait aujourd'hui.com, c'est savoir-maigrir. Savoir-maigrir.com. Effectivement. Alors, oui, par délicatesse, je vais pas parler de savoir-maigrir. Voilà, savoir-maigrir.com. Il y a des régimes de stars également qu'on trouve sur Internet. Alors ça, c'est pipeau de chez pipeau. Ça veut dire que à chaque fois, là, on est typiquement dans l'accroche, comme le faisaient les magazines ou les livres autrefois. Une star, une proposition hyper facile et en même temps des régimes qui sont tout à fait classiques et qu'on retrouve partout ailleurs. Mais souvent, les régimes de stars, ce sont des régimes un peu embrouilles, quoi. Elisabeth Assayag. Mais pourquoi c'est pipeau? Puisqu'on voit le résultat immédiat sur la star qu'on adule. Donc au contraire, ça fait envie. Parce que par expérience, je peux vous dire que la plupart des stars qui ont vendu des régimes et que parfois même j'ai consulté dans mon bureau ne suivaient pas les régimes qu'ils proposaient aux autres mais qu'ils en prenaient un autre. On peut prendre un exemple, l'exemple de Madonna par exemple. Alors Madonna, reine de la pop, elle alterne régime macrobiotique et un régime qui s'appelle The Zone. Alors, c'est quoi The Zone? Non, The Zone, c'était un régime relativement traditionnel, régime relativement équilibré. Alors, l'associé au régime macrobiotique, ça veut dire qu'on prenait des spécificités, on mangeait que des graminées, etc. C'est la sauce à Madonna. Bon, tout ça fait pas une chanson, mais ça fait des notes dans tous les sens. Donc, ça, c'est pas grand-chose. C'est n'importe quoi. Rihanna, elle dit qu'elle suit pas de régime, mais alors elle fait de tout, elle fait du sport et des perfusions également. Alors ça, les stars américaines, ce sont les spécialistes pour consulter à répétition des médecins qui leur proposent des conseils, en général les plus originaux les uns des autres, et c'est ça qui les attire. Elles arrêtent en général au bout d'une semaine. Voilà, les perfusions, où ça se fait. Il y a des médecins qui se baladent dans le monde comme ça et qui sont des spécialistes de je t'injecte des cellules, je te mets de l'oxygène dans l'artère, etc., etc. Bon, c'est un peu la médecine miracle, quoi. Kate Moss, elle fait de la détox, jus de fruits sans sucre, des tomates, des pommes, des soupes de légumes, du thé, des légumes. Elle pratique le pilate,
la corde à sauter également. Elle dit que ça marche. Ouais, moi je pense qu'elle ferait mieux de faire de la détox d'autre chose d'abord, parce que mais non, mais là, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Bon, donc tout ça, c'est du produit de magazine. Je suis même pas sûr que ces stars soient au courant de ce qu'on raconte sur elles. Bon ouais. Alors l'histoire des jus de légumes, oui, il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. La grande mode, c'est finalement de pratiquer un jeûne en ne buvant que des jus de légumes. Ça s'appelle un jeûne hydrique. C'est vieux comme Hérode. Pourquoi pas, mais je l'ai rappelé à plusieurs occasions, c'est 48 heures maximum. Voilà, et ça, c'est des régimes, hein, je vous en parle parce qu'on les trouve sur Internet justement. Beyoncé, alors elle dit se nourrir exclusivement de fibres et de céréales complètes. Oui, sauf quand elle mange avec son mari, Jay-Z, chez BLT Steak, Downton, à Manhattan, où on peut les pécho si on a envie, en général le mercredi soir. D'accord, et là-bas on mange? Et là-bas on mange des BLT Steaks, ça veut dire des steaks de 300 grammes, donc ça va bien. Hein. Oui, c'est un peu différent. Docteur Richoux. Est-ce qu'il n'y a pas un biais? Parce que faire maigrir quelqu'un en quelque temps, c'est toujours possible à partir du moment où on fait une restriction calorique. Mais sur la durée, est-ce qu'il a été évalué? Ces régimes ont-ils été évalués? Alors on a fait justement, il y a 2 ans, une étude statistique qui a porté sur que valaient les régimes Internet. C'était un organisme de sondage qui l'avait fait. Et on a découvert que les résultats étaient un peu supérieurs à des régimes de type traditionnel. Mais surtout, ce que déclaraient les gens, c'est que 5 ans après, dans cette étude, après avoir suivi le régime, tous n'avaient pas obtenu un résultat, mais par contre tous considéraient manger mieux. Et en fait, savoir manger, c'était un truc extrêmement intéressant. Donc l'intérêt de ces régimes par le web, c'est l'imprégnation qu'on fait sur les champs, c'est-à-dire c'est arriver à les instruire. Donc ça permet de faire une pédagogie alimentaire. Je signale d'ailleurs que ce mécanisme est en train de s'implanter dans les hôpitaux. On a par exemple une expérimentation à Boston à l'heure actuelle sur un médecin nutritionniste assez célèbre aux États-Unis qui est en train de créer ce programme Internet. On a au Brésil une explosion de ces systèmes Internet et on commence à avoir très frileusement à l'assistance publique des propositions de programmes de suivi de patients par Internet qui ne se substituent pas à la consultation médicale mais qui sont une façon d'entraîner, de stimuler les gens. Or, qu'est-ce qui est dur dans un régime? C'est de le suivre. Hein, tout le monde peut en parler. Nous, on en fait régulièrement, Jean-Marc et moi. Qu'est-ce qui est dur? C'est pas les 3 premiers jours. Non. Ce qui est dur, c'est le 5e, etc. Et quand vous avez une alerte... Ce qui est bon, c'est le 6e quand on mange. Mais non, mais c'est pas ça. Quand on l'arrête. Ce qui est sympa, c'est que quand ces systèmes sont ultra performants, ces systèmes envoient des alertes, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que quelqu'un n'est pas actif, par exemple, sur son programme, et ils balancent un push et ils disent attention, vous n'avez pas ouvert votre programme depuis longtemps. Qui peut faire ça? 39-21 Standard d'Europe 1, je précise qu'on a fait ce dossier avec nos confrères de Ouest France. On va prendre Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 pour des raisons de santé. Vous avez eu des médicaments qui vous ont fait prendre du poids et vous avez suivi un régime sur Internet. Tout à fait. Celui du docteur Jean-Michel Cohen. D'accord. Merci. Voilà, et que je remercie énormément. Voilà, parce qu'en fait, je revis. J'ai perdu 31 kilos. Ouf. En combien de temps? En 8 mois. 31 kilos en 8 mois, c'est pas beaucoup ça, docteur? C'est dans la moyenne. On perd avec un régime vachement bien suivi, on perd, mais pas vous Jean-Marc, mais on perd entre 3 et 5 kilos. Non mais Jean-Marc, il est 2 jours au régime, 1 jour pas au régime, comment vous voulez que je fasse? Donc on perd en moyenne entre 3 et 5 kilos par mois. 31 kilos sur 8 mois, c'est un exploit parce que souvent l'amaigrissement se ralentit au bout d'un moment. Ouais. Bravo. Et aujourd'hui, vous continuez ce régime ou vous en êtes sorti? Non, je suis en stabilisation. Ouais. Voilà, et puis franchement, je n'ai rencontré aucune difficulté. Je ne me suis pas sentie ni fatiguée, mais j'ai pas eu de carence, même en faisant les prises de sang. On mange de tout. Et je trouve en fait que le système par Internet est formidable parce qu'on n'est pas toute seule. Parce que bon, moi, à la maison, j'ai personne qui suit de régime. Et voilà, et ça m'a permis d'être soutenue par les groupes qu'il y a sur le forum de Jean-Michel Cohen, également sur Facebook. Voilà, et puis c'est ce qui m'a beaucoup aidé moralement. En tout cas, c'est une belle réussite d'avoir perdu autant en 8 mois. Bravo Valérie. Merci beaucoup de l'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Nathalie également. Bonjour Nathalie. Oui, allô, bonjour. Bienvenue, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur Europe 1. Nathalie, vous avez une fille de 19 ans qui a fait un régime pseudo-végétarien, vous nous dites. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a fait quoi? Elle a arrêté de manger du jour au lendemain de la viande, du poisson. Voilà. Et sans demander d'aide extérieure. Non, elle a pioché des idées à droite à gauche en naviguant sur Internet. Et elle s'est retrouvée la semaine dernière, il y a 10 jours à l'hôpital. Ils lui ont fait une prise de sang puisqu'il la trouvait très faible. Elle avait un taux d'hémoglobine à 5,8 et son taux de fer était descendu à 2. Donc elle a été transfusée. Ah oui. Oui.
Et Dr Cohen, ça c'est les dangers des régimes qu'on s'invente ou qu'on trouve parfois et qui sont pas très fiables. Alors ça plaide pour les systèmes de coaching par Internet, parce que quand vous allez sur Internet et que vous piochez à droite, à gauche, vous pouvez pas identifier. C'est-à-dire vous pouvez pas vous plaindre auprès de quelqu'un puisque vous en avez pris partout. Et la deuxième chose que j'observe, on n'arrête pas de le dire mais on veut pas nous écouter, quand c'est pratiqué de façon anarchique, les régimes spécifiques, que ça soit végétarien ou végétalien, ne peuvent pas toujours, mais peuvent parfois poser des vrais problèmes. Ouais, et là elle va comment, Nathalie? Elle va mieux? Les sous-traitements, elle a dû faire jusque mai. Ouais. Puis elle va avoir des prises de sang régulières et elle a un régime vis-à-vis du nutritionniste pour remettre tout ça bien. Bon. Ouais, en tout cas, ça plaide pour le fait de toujours consulter un médecin. En tout cas, quand on entreprend un régime, même si on prend un régime sur Internet, c'est toujours mieux d'avoir le contrôle et le suivi d'un médecin. C'est quand même plus rassurant et ça peut éviter des drames comme celui-là. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. On fait une pause et puis dans un instant, ce sera le journal de la santé. Restez avec nous, c'est Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Attention à la grippe, certes, elle a du retard, mais elle arrive pour de bon. 100 000 personnes contaminées la semaine dernière. Un gant pour détecter un cancer du sein. Ce sont des chercheurs japonais qui ont mis au point cette innovation. Et puis, les produits sans gluten ne sont pas si naturels que ça, d'après une enquête de 60 millions de consommateurs. La grippe est là, ça y est, elle est arrivée. Certes, avec plusieurs semaines de retard par rapport aux autres années, mais cette fois, il semble bien que l'épidémie soit là. Quelques 100 000 personnes ont été contaminées la semaine dernière dans toute la France, soit 50% de plus que la semaine précédente. Parmi les régions les plus touchées, on trouve notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon, nous le confirme. Écoutez. Les feux sont passés à l'orange la semaine dernière avec beaucoup plus de cas de grippe recensés par les médecins. Illustration dans le cabinet du docteur Christophe Bénard à Soucy-en-Jarret, près de Lyon. Ça touche beaucoup en salle d'attente en ce moment. Ça fait, je dirais, 2 semaines qu'on constate une augmentation du nombre de consultations pour ce qu'on appelle des tableaux grippaux, c'est-à-dire une association de fièvre, de courbatures, maux de tête et souvent de la toux qui accompagne. Je dirais que c'est 4-5 par jour. On se dit, tiens, il y a quelque chose qui frémit. C'est un signe. C'est un signe, oui, tout à fait. Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour autant, le seuil épidémique n'est pas encore atteint en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce seuil correspond à des chiffres bien précis. Il faut 194 cas pour 100 000 habitants pour pouvoir parler véritablement d'épidémie. Or, on n'en est pas là. Du coup, se faire vacciner est encore possible et même souhaitable, estime le docteur Marianne Sarrazin, responsable du réseau Sentinelle en Rhône-Alpes. Oui, bien sûr qu'il faut se vacciner encore. Et il faut 10 à 15 jours de délai pour l'immunisation. Une épidémie, ça dure 5-6 semaines. Donc, une fois que vous serez vacciné, vous risquerez moins de le transmettre à des personnes fragiles et vous-même de l'attraper. Voilà, alors impossible de dire pour l'instant si la grippe est particulièrement virulente cette année. En revanche, pour le moment, les cas recensés correspondent aux 3 souches qui ont été retenues pour préparer le vaccin de cette année. Donc, on peut raisonnablement espérer qu'il soit parfaitement efficace cet hiver. Un gant capable de détecter un cancer du sein. Grâce à un matériau hypersensible et souple, c'est un matériau transparent qui ressemble à une feuille dorée et pèse de 3,4 à 8 micromètres pour être précise. Il pourrait enregistrer et rendre et garantir certaines sensations qui ne peuvent être ressenties que par un praticien expérimenté. Il pourrait détecter des anomalies mammaires et déceler une détection simple et efficace des cancers du sein. Alors comment ? Grâce à des courants qui permettront d'évaluer la pression en 144 points simultanément et donc ils pourront modéliser les sensations d'un médecin pendant la palpation d'une tumeur. Les doigts sensibles d'un médecin expérimenté sont capables de détecter une tumeur de petite taille, mais ce qu'ils ressentent ne peut se mesurer et se traduire en données numériques, disent les chercheurs. Avec ce gant, ce sera possible. De plus, ce dispositif permettrait aussi de pallier le manque d'expérience ou de formation à la palpation de nombre de médecins. Les produits sans gluten ne sont pas si naturels que ça. Non seulement ils coûtent entre 2 et 4 fois et demi plus cher qu'un produit classique, mais ils ne sont pas intéressants d'un point de vue nutritionnel. D'après une enquête de 60 millions de consommateurs, ils ont comparé des produits sans gluten avec des produits traditionnels. Eh bien, le produit sans gluten n'est pas plus sain. On croit que c'est mieux que le bio, mais pas du tout. Il y a plus d'ingrédients, plus d'additifs, donc ça peut même être plus chimique avec davantage d'épaississants, moins de fibres, moins de protéines qu'un produit traditionnel.
Et puis une chambre odorante serait liée à un mauvais sommeil chez les ados. Oui, une chambre odorante. Oui, on a souvent dit à son que ça ado, sentait pas bon ça sent dans les pas chambres très des ados. bon, aère ta chambre, etc. Et l'affaire est prise au sérieux par un chercheur de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Pour lui, une chambre non aérée et odorante, ça équivaut à un mauvais sommeil, à de mauvaises notes à l'école. Les jeunes ados n'ouvrent jamais leurs fenêtres, leurs chambres ne sont jamais ventilées. Or, une chambre non aérée est pauvre en oxygène et riche en nitrogène. Si vous continuez à respirer le même air chaud et non ventilé, vous vous réveillerez d'une mauvaise nuit de sommeil avec un mal de tête, disent les chercheurs. Ils recommandent donc d'ouvrir ses fenêtres 10 minutes par jour pour permettre à l'air intérieur de se renouveler et de s'assainir. On termine avec le chiffre du jour. 15% des lessives ne contiennent pas d'allergènes, à peine 15%. Là aussi, 60 millions à passer en revue des lessives que nous utilisons quotidiennement. Dans l'ensemble, les marques tentent et font un effort d'éviter les substances susceptibles de déclencher des allergies durables. Mais les contenus allergiques sont surtout contenus dans les parfums comme le linalol ou le géraniol et les conservateurs. Alors, je vais vous donner le nom des lessives quand même plébiscitées puisqu'on dit tout Grand Direct de la Santé. Alors, sur les 20 produits testés, seuls 3 ne contiennent pas d'allergisants. Leader Price, lessive dose soluble, Ecovert Zéro et Renette Écologique, savon de Marseille authentique. Très bien, et ben voilà, c'est dit. Ce sont celles qui ne contiennent pas d'allergisants. C'est voilà, bien ça. Exactement. J'ai tout compris. Merci Elisabeth Assayag. Europe 1. Le Grand Direct de la Santé, avec autour de Jean-Marc aujourd'hui autour de la table, le docteur Stéphane Kierger, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Marcel Ichou. Sifflement, bruit rauque, gêne en respirant. De nombreuses personnes ont des difficultés à respirer normalement. Alors comment identifier la source du problème et quand faut-il s'inquiéter? Eh bien, on va répondre avec le docteur Marcel Ichou à ces questions. D'abord, docteur Marcel Ichou d'ailleurs. Il Ichou, mais uniquement l'histoire, il Ichou. Comment fonctionne la respiration? La respiration, elle est essentiellement l'échange entre les alvéoles pulmonaires et l'air ambiant pour apporter de l'oxygène à tous les tissus. Donc, pour ce faire, pour apporter l'air aux tissus pulmonaires, il faut que ça passe par les fosses nasales, le larynx, la trachée, les bronches, pour arriver en finale aux alvéoles pulmonaires. Donc la respiration fonctionne comme ça, c'est de la tuyauterie. Quelle est la respiration normale? On respire combien de fois normalement? Alors on respire environ à 20 cycles par seconde, mais bon. 20 cycles, ça veut dire quoi? Inspiration, expiration, oui, c'est ça? Ça, c'est un cycle. Ouais. Et par seconde, ça fait beaucoup. Non, par minute. Ah, d'accord. Excusez-moi, ma langue a fourché. C'est une respiration rapide, ça c'est quand vous courez. Mais cela dit, il y a des gens qui respirent plus ou moins amplement et plus ou moins vite. Mais il est clair que l'accélération de la respiration se fait dès lors qu'il y a une gêne ou une maladie qui se passe à tous ces étages et à tous ces niveaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'une respiration gênante finalement? Quand ça fait du bruit, ça veut dire quoi? Alors, il faut d'abord savoir que pour nous médecins, le problème est de savoir si cette respiration est dans le cadre d'une urgence ou pas. Parce que vous pouvez avoir une respiration gênante parce que vous êtes un peu enrhumé, ça vous donne une respiration gênante. C'est quand ça siffle un peu, quand on respire par le nez que ça siffle, oui, enfin, ça fait du bruit. Ça peut être une respiration graillonneuse, ça peut être une respiration sifflante dans le cas de l'asthme. Il y a différents. En tout cas, il y a une gêne respiratoire. Mais encore une fois, je vous dis, pour nous, l'important c'est de savoir est-ce que c'est grave, pas grave. Vous avez 2 types de respiration qui sont très graves. C'est l'œdème de Quincke ou le corps étranger, parce que si vous avez un corps étranger et chez les enfants, vous avez une respiration bruyante, mais elle est gravissime si on débloque pas ce corps étranger. Et l'œdème de Quincke, c'est une réaction allergique, qui est une réaction allergique à un produit quelconque, mais qui fait gonfler les muqueuses, et notamment les muqueuses internes, et qui bloque la respiration parce que le passage de l'air est complètement bloqué. Et l'autre cas, c'est quoi? Et je vous ai dit le corps étranger qu'il faut faire ressortir dans ce cas-là. Et toutes les conséquences des maladies cardiovasculaires, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon, qui peut être plus ou moins important, qui est dû à la pression très très forte au niveau des artères, au niveau pulmonaire. Et la pression étant trop forte, ça ne peut pas. L'eau se ressort dans les alvéoles. Docteur Cohen. Il y a 3 bruits qui sont significatifs pour nous. Il y a ce qu'on appelle les sibilants. C'est souvent quand la bronche est rétrécie. Donc l'air a du mal à passer et ça fait un bruit très caractéristique qu'on appelle sibilant. Le deuxième bruit, c'est les crépitants. Ça signale souvent une collection de liquide ou du liquide à l'intérieur des poumons. Et là, on entend des crépitements comme les alvéoles qui se froissent entre elles. Et le troisième, bien sûr, c'est ronflant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mucus à l'intérieur, donc des sécrétions qui proviennent des bronches. Et ça, c'est ce qu'on observe dans les pneumopathies, c'est-à-dire quand il y a des infections. Et est-ce qu'un des 3 est grave?
Alors, chacun des trois est grave. Marcel l'a dit, ça dépend du niveau de la gêne respiratoire. Et c'est pour ça que quand vous avez une respiration très 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 rapide, je dirais qu'à la limite, c'est plus difficile, c'est plus une urgence que quand vous avez une respiration gênante. Docteur Richoux. Oui, il faut voir aussi que là, il a parlé finalement des affections pulmonaires. C'est très important, c'est le plus important et c'est souvent le plus grave. Mais vous pouvez avoir des respirations extrêmement gênantes. Dans le cas d'une sinusite, vous avez le nez complètement bouché. On arrive à avoir, imaginez-vous, des mucosités qui vont jusqu'à la consistance du chewing-gum. Alors, oui, vraiment. Et quand vous avez des polypes sinusiens et que vous avez ce type de rhume, vous ne pouvez pas respirer. Vous respirez par la bouche et c'est extrêmement gênant. Alors, pas grave parce qu'on arrive à le soigner, mais c'est extrêmement gênant et ça crée des respirations extrêmement bruyantes. Dans quel cas il faut aller voir un médecin ? Je dirais que si vous avez une respiration très très rapide, comme vous l'a dit Jean-Michel, avec une gêne très importante, il faut non seulement avoir le médecin, mais parfois même appeler directement le SAMU ou les pompiers, ne serait-ce pour avoir un avis. Ça, je voudrais le dire aussi. Quand on appelle le SAMU ou les pompiers, dès lors que vous décrivez les symptômes, ils vous disent au moins c'est urgent, c'est pas urgent, on vient ou on vient pas. Ou alors ils vous disent d'appeler le médecin. Donc n'ayez pas crainte d'appeler parce que ils éliminent les diagnostics qui peuvent être graves. Sinon, si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une sinusite, une bronchite, etc., évidemment, passez 2-3 jours, parce que souvent ce que font les patients, mais au bout de 3 jours, si vous êtes gêné, il faut aller voir le médecin. Et puis alors, je voudrais dire quelque chose pour rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure. On a parlé du vaccin de la grippe. Les gens confondent toutes ces pathologies virales avec la grippe. Et ils vous disent, mais je comprends pas, j'ai fait le vaccin et je suis malade. La grippe, c'est quelque chose de bien particulier qui peut donner aussi une respiration gênante, mais on appelle ça le V grippal, c'est-à-dire vous avez une augmentation de la température qui monte 38,5, 39, qui descend 2 jours après et qui remonte. La grippe, c'est ça dans le cadre d'une épidémie. Un mot encore, quand on va chez le médecin, en général, il écoute les poumons. Oui. Il met son stéthoscope sur les poumons. Il écoute quoi, en fait ? Il écoute la respiration pulmonaire, dont tout à l'heure Jean-Michel nous a dit. Moi, j'ai jamais écouté. On entend quoi ? Alors, on entend. D'accord. Ça, c'est la respiration normale. On entend ça comme ça. Ça fait ce bruit-là. Comme ça. Et ça se fait de manière libérée. C'est-à-dire que c'est pas un bruit diminué, c'est un bruit libéré. Et puis après, vous avez toutes les sortes de respiration qu'a décrites tout à l'heure Jean-Michel, les sifflements, les ronflements, Et donc, autrement, on entend une forte respiration comme ça, quoi. Une forte respiration. Et il arrive parfois, ça nous donne des indications, vous auscultez le patient et puis vous entendez bien la respiration sur toute une partie et très mal sur un côté. Donc là, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et puis, dernier point, vous tapez là, Jean-Michel, c'est ça, vous mettez la main et vous tapez dessus. Voilà. C'est pour savoir si en dessous il y a de l'air ou pas. C'est-à-dire s'il y a de l'air, ça résonne fort, et s'il n'y a pas d'air, c'est ce qu'on appelle une matité. Ah bah oui, il faut de l'air dans les poumons. D'accord, donc il faut que ça résonne. Voilà, mais exactement. Si c'est trop sonore, si ça résonne trop, ça vous montre aussi qu'il y a un espace aérien qui est pas normal. Donc ça s'appelle la percussion, c'est pour ça qu'on tape, on cherche à entendre la percussion. Maintenant, c'est un peu démodé avec toutes les techniques qu'on a. C'est-à-dire que c'est vrai que ces examens, auparavant, je vous assure, nos maîtres décrivaient l'état pulmonaire sans faire de radio en les examinant. Maintenant, il n'y a plus un médecin qui fait ça parce qu'on a des scanners, des IRM. Et quand on vous fait tousser chez le médecin, c'est pour écouter quoi ? Justement entendre la manière dont ça respire. Vous toussez pas chez le médecin, vous, Non, docteur jamais, excusez-moi, je demande jamais. Bien sûr que c'est pour écouter la toux, mais c'est le larynx, c'est pas la respiration. Quand on vous demande de tousser, quand on vous demande de tousser, c'est pour différencier entre une toux grasse, c'est-à-dire vous entendez des mucus, et une toux sèche qui vous irrite la gorge, et ça nous oriente sur le diagnostic, parce que c'est pas la même chose. Elisabeth, vous faites tousser, vous, chez le médecin ? Systématiquement. Vous voyez, docteur Cohen ? Tousser ou toucher ? Non, tousser. Tousser, on dit 33. À 33, vous dites, vous ? Oui, non, mais pas non, mais c'est vieux. Vous dites 33 chez le médecin, ça vous dit rien, ça ? Moi, j'étais pas né. C'était pour écouter les Désolé. Oh là, c'est pas possible. Moi, on était passé à 69 à l'époque. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec le docteur Stéphane Clerget. Nous parlerons des enfants turbulents, comment faire face à la maison et à l'école ou dans un studio de radio. Vous faites le 39-21 si vous avez des témoignages. À tout de suite, c'est un rapport. Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Jean-Michel Cohen, le docteur Marcel Lichoux, Elisabeth Assayag et notre pédopsychiatre, le docteur Stéphane Clerget. On vous attend si vous avez des questions au 39-21 justement sur les enfants turbulents. Comment faire face à un enfant turbulent à la maison ou à l'école ? C'est pas évident. Que faire quand il court dans tous les sens, qu'il aime crier ou se rouler par terre ? On va voir ça avec vous, docteur Stéphane Clerget. D'abord, finalement, qu'un enfant soit turbulent, c'est normal.
C'est normal s'il C'est l'est un enfant. pas. Oui, c'est normal s'il l'est pas tout le temps. C'est normal surtout s'il est entre 2 et 6 ans et entre 11 et 13 ans. Mais c'est vrai qu'un enfant qui est tout le temps agité, qui est incapable de rester assis en classe, c'est pas normal. Un enfant turbulent, un enfant hyperactif, c'est la même chose? Alors l'enfant hyperactif, c'est une sous-classe. C'est vrai qu'on a tendance, vous faites bien de le signaler, à qualifier d'hyperactifs tous les enfants un petit peu agités maintenant. Et on voit même des professionnels qui posent le diagnostic d'hyperactivité après un quart d'heure de consultation, voire qui proposent un traitement. C'est pas sérieux. L'hyperactivité avec déficit de l'attention, qu'est-ce que c'est? C'est des enfants qui effectivement tiennent pas en place, mais qui en plus arrivent pas à se fixer, à être attentifs sur une activité quelle qu'elle soit, en dehors de regarder un écran de télévision. Mais c'est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer d'abord toutes les autres causes de turbulence. Et je vais vous donner un petit truc. Votre enfant hyperactif à l'école, c'est un enfant qui n'a pas de copains. Un enfant qui est agité, mais qui a des meilleurs copains depuis un petit moment, eh bien, il n'est pas hyperactif. Parce que le vrai enfant hyperactif, il est rejeté par les autres. Donc, il va vous dire, oui, j'ai 10 000 copains, toute la classe, c'est mes copains. En vérité, il n'est pas capable de maintenir une relation de qualité. Et il y a un guide avec des critères précis pour définir ce qu'est un enfant hyperactif? Oui, c'est un diagnostic qui doit être médical, un diagnostic de spécialiste de pédopsychiatre. Donc, il y a effectivement des tests, mais qui sont des tests poussés. On trouve sur Internet des tests en 5 minutes, ça n'a pas de valeur. Et puis, un vrai interrogatoire, encore une fois, pour éliminer toutes les autres causes d'agitation. Précisément, pourquoi un enfant peut être turbulent? Est-ce qu'il y a des causes? Alors, un enfant peut être turbulent parce qu'il y a un dysfonctionnement familial. C'est le cas, par exemple, d'un enfant qui jusqu'alors ne l'était pas et qui se met à le devenir. Un dysfonctionnement familial, ça peut être, par exemple, des conflits dans un couple. Ça peut être aussi un parent qui ne va pas bien. Il faut aussi savoir se remettre en question. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de se dire s'il y a un changement dans l'environnement de notre enfant, eh bien, l'enfant va réagir, surtout s'il est très jeune, en s'agitant, en devenant turbulent. Donc il peut y avoir une cause, un parent très malade. Donc ça, il faut déjà éliminer ces causes pour rassurer l'enfant. Donc c'est d'abord un signe d'anxiété. Après, ça peut être un problème éducatif. Des parents qui ne savent pas, qui n'ont pas appris, qui ne sont pas capables de mettre les bonnes limites au bon moment, de valoriser l'enfant quand il faut le valoriser. Mais ça veut dire que ça peut être des parents pas assez sévères? C'est pas assez sévère, c'est surtout... Parce que vous dites qu'ils sont pas capables de mettre des limites, donc c'est un peu ça. Mais c'est pas toujours sévère la limite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont pas sévères, mais ils savent mettre les limites, ils savent dire stop sans s'énerver. Si c'est ça être sévère. Alors je pose la question autrement. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Ça peut l'être en effet, un problème d'éducation, mais l'éducation est adaptée. C'est-à-dire qu'un jour on va dire oui pour ceci et le lendemain on va dire non. C'est-à-dire que les règles sont pas claires. Voilà, exactement. C'est l'importance de la précision des règles. Et puis ça peut être aussi un enfant qui a des problèmes de besoin. La première cause d'enfants turbulents, c'est d'ailleurs, ce sujet est intéressant, c'est le premier motif de consultation pour les enfants de moins de 6 ans chez le pédopsie. La première cause, c'est le manque de sommeil. Un enfant turbulent, on vérifie s'il a son quota de sommeil. Est-ce qu'il a bien ses 10 heures de sommeil par jour? C'est la première cause. Une autre cause moins fréquente mais intéressante, c'est une mauvaise alimentation. Je laisserai le docteur Cohen peut-être parler de ce sujet-là, mais il semblerait qu'une alimentation de mauvaise qualité, trop sucrée ou trop grasse chez les enfants, favoriserait des troubles du comportement. Parce que ça l'excite en fait, ça l'énerve, oui, c'est ça? C'est un effet excitant. Docteur Cohen, oui, effectivement, non seulement il y a une mauvaise alimentation, qui est également le signe, probablement, Stéphane le confirmera, d'un trouble relationnel parent-enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation, on le laisse manger comme il veut. Et deuxièmement, il y a eu certains colorants alimentaires qu'on trouve dans les bonbons des enfants, dans la confiserie, qui ont été accusés d'avoir la possibilité de déclencher de l'hyperactivité chez les enfants. Mais ils y sont encore, ces colorants? Alors, on essaye de les éliminer parce que la preuve n'est pas formelle. Je crois que c'était le rouge carmin de mémoire. Et ces colorants ont posé un problème dans la mesure où on a attribué une corrélation avec l'hyperactivité. Alors là, docteur, on a essayé de comprendre pourquoi l'enfant pouvait être insupportable. Reste le comportement. Maintenant, comment se comporter face à un enfant turbulent? Alors le traitement de la cause, si c'est parce que les parents sont divorcés ou parce qu'il est embêté à l'école, et bien évidemment on règle le problème. Les parents continuent de divorcer, mais on rassure l'enfant. S'il manque de sommeil, on améliore son sommeil. L'AFC, c'est la solution? Non, c'est jamais la solution, parce qu'en fait, ce qu'on risque, c'est que l'enfant réagisse. Non seulement il sera turbulent, mais en plus il deviendra violent. Parce qu'il voit qu'on règle les problèmes en le frappant, donc lui il va régler les siens en frappant. En revanche, ça va de soi, il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'activité physique. Donc après l'école, on va au parc, on reste pas devant la télévision. On limite le temps d'écran, les écrans, ça calme les enfants turbulents, mais après, ils explosent 2 fois plus. Donc beaucoup d'activité physique, les enfants ne font pas suffisamment d'activité physique aujourd'hui, beaucoup d'activité physique, et un enfant comme ça qui a un problème d'attention, etc., on lui consacre du temps, faut passer du temps avec lui. Ça veut dire que la réaction, ça peut pas être va dans ta chambre? Non, c'est au contraire, je vais avec
avec toi. Oui, je vais avec toi. Je sais, on lit partout dans ta chambre. Oui, c'est ça, oui. Je vais avec toi dans ta chambre et on fait une activité ensemble. Vous allez voir, tout va retomber. L'enfant qui est turbulent, il a d'abord envie que vous fassiez des choses avec lui. Est-ce que ça marche la punition? T'es privé de dessert? La répression, c'est la première chose qui est utilisée. Il n'y a pas besoin de la conseiller puisque tout le monde l'a fait. Donc l'idée, ça serait plutôt d'essayer un petit peu autre chose. Et privé de télé ou privé d'ordinateur? Privé de télé, c'est très bien. Ça c'est très bien parce que les écrans favorisent l'agitation après l'écran. Mais vous êtes au supermarché avec votre enfant qui court partout, qui est turbulent. Eh bien, vous lui proposez une activité. Ce qu'il faut, c'est positivité. Mais qu'est-ce qu'on lui propose de faire? D'aller chercher les trucs, va chercher les céréales. Voilà, c'est ça, exactement. Vous l'associez. Donc, un enfant turbulent, il faut lui proposer une activité. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont un déficit de l'attention. Donc, eux, il faut une activité à la fois, une consigne à la fois. Il y a une prise en charge particulière de l'enfant hyperactif avec déficit de l'attention. Mais ça, le mieux, c'est de consulter. Alors, on va aller au standard d'Europe 1. On va prendre Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez 2 enfants, dont un qui est un peu plus grand et qui est plus agité, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, voilà, oui. J'en ai un de 4 ans et j'ai une petite fille de 2 ans et c'est parfois un peu compliqué quand je dois les laisser à la babysitter. Il fait un peu n'importe quoi avec la babysitter. Ouais. Donc ça peut être... Et en fait, il est agité uniquement avec la babysitter? En particulier avec la babysitter, oui. Avec nous, on arrive à le tenir, mais dès que c'est une personne extérieure, ça peut être plus compliqué, oui. Le docteur Clerget n'est pas là, la clé, finalement? Exactement, c'est-à-dire que évidemment les enfants ils ont besoin des parents, ils ont besoin de passer du temps avec eux. Oui, mais les parents peuvent pas toujours. Donc non, je suppose que si Anne-Sophie les confie à une babysitter, c'est parce qu'elle peut pas faire autrement. Oui, mais il faut qu'Anne-Sophie le prenne bien. Ça veut dire aussi qu'ils ont besoin d'Anne-Sophie et qu'ils ont besoin d'elle. Ça veut dire je t'aime en fait. Ça veut dire je t'aime. Voilà. Après la babysitter, elle est peut-être tout simplement pas très expérimentée et je crois qu'il faut reprendre avec elle les choses point par point et lui donner véritablement des conseils éducatifs. Comment occuper au mieux son enfant. Anne-Sophie, si on vous dit que c'est une preuve d'amour, ça vous console un peu? Non, j'en doute pas. C'est juste que c'est vrai que ça peut être compliqué quand on peut jamais le laisser à personne d'extérieur. Ah, c'est vraiment personne d'extérieur, c'est pas juste cette babysitter en fait. Enfin, toutes les babysitters, quoi. Si, avec ses grands-parents, ça va, mais dès que c'est une personne qui n'est pas membre de la famille, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir très régulièrement, ça devient compliqué. C'est le côté étranger, finalement. Exactement. Vous avez dit le truc, et c'est vrai que même si on sait que c'est difficile, l'idée, c'est d'avoir une personne dans la continuité. Et c'est vrai qu'avec la nounou, qui est là régulièrement, que les enfants connaissent, qui fait un peu partie de la famille, ça pose moins de problèmes qu'avec des personnes étrangères qui changent tout le temps. Mais est-ce qu'on peut donner des conseils aux babysitters, en fait, pour essayer de se faire adapter? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il faut vraiment leur proposer des activités, leur proposer de faire des choses en commun. Qu'ils ne soient pas passifs avec l'enfant, en fait, c'est ça? Qu'ils prennent l'initiative de proposer des choses. D'organiser des choses, oui. Docteur Cohen. Est-ce qu'il y a des jeux éducatifs, Stéphane, qui permettent d'améliorer cette situation? Je pense par exemple les jeux de montage comme les Lego qui favorisent la concentration des enfants, mais peut-être d'autres choses. Oui, tout à fait. Ça, c'est des jeux intéressants dans les enfants qui ont un déficit de l'attention, mais il faut les accompagner parce que dès qu'ils commencent à rater, ils laissent tomber, ils partent tout de suite. Donc il faut rester avec eux et les accompagner. Il ne faut pas les laisser tout seuls avec les jeux. Et pour les enfants un peu plus grands, il n'y a rien de mieux que les jeux sportifs. Avec des règles, parce que à la fois ça leur permet de bouger et à la fois ça leur permet, j'allais dire, d'apprendre des règles aussi, les règles des jeux en groupe. Et si on a un enfant qui est cool à la maison et turbulent à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, déjà, on se renseigne sur le contexte. Effectivement, il y a peut-être aussi un problème avec la maîtresse, il y a peut-être un problème avec les autres enfants. Et du coup, le mieux, c'est d'échanger ensuite avec l'enseignant pour avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce qui provoque des troubles du comportement. Est-ce qu'il y a un bon apprentissage à côté ou pas? Docteur Chouchou. Il faut échanger, en tout cas. Issou. Stéphane, quand vous avez des enfants qui ont ce type de problème, mais très souvent, nous, on les voit et on vous les adresse, et on se rend compte que c'est les parents qui sont la cause. Oui. Alors comment vous faites? Alors ils sont pas la cause, mais ils sont les outils. Provoquent. Et en tout cas, moi, je les considère comme des outils. C'est-à-dire que je vais soigner le problème et le guérir, parce que ça se guérit très facilement pour nous, pédopsies, en travaillant avec les parents et en faisant mes alliés, justement, pour soit en les prenant en charge s'ils sont eux en difficulté, soit en leur donnant des conseils pédagogiques. Ça veut dire que la consultation, c'est les enfants et les parents? Oui. Ensemble ou pas? Ensemble, parce que l'enfant me guide aussi dans sa manière d'être, de réagir à mes sollicitations, et après un petit temps avec l'enfant. Merci beaucoup, docteur Stéphane Clerget, pour tous ces conseils. Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Europe Midi sera largement consacré à la démission de Christiane Taubira. Nous vous donnerons les raisons de son départ, son bilan. Au ministère de la Justice, vous entendrez les témoignages de ses proches et des réactions des gens qui ne l'aimaient pas. Il y en a quelques-uns. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy. On vous retrouve dans un instant. Merci, Julie.
Julie. À demain. Et rendez-vous demain à partir de 9h en direct sur Europe 1. Très bonne journée. Bisous. À demain. C'était Jean-Marc Morandini. T'es 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 Jean-Marc Morandini. T'es